On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Pierre. Quand je rencontre Pierre pour la première fois, l'idée du podcast lui plaît beaucoup. Il a très envie de partager son histoire ainsi que les différents événements qui ont fait de lui l'homme qu'il est. Quelques semaines plus tard, je le retrouve dans sa chambre. Sur la table, j'aperçois un post-it violet. Dessus, on peut y lire le jour et l'heure de notre entretien. Je m'installe en face de lui. Pierre est prêt à me dévoiler son histoire avec une sincérité totale. L'homme me parle de son enfance en Centre-Bretagne. Il me raconte aussi comment son grand frère va de ferme en ferme et dort dans les bois pour ne pas être envoyé à la guerre. Enfin, il se souvient de son expérience au service militaire et de ce qu'il y a appris. Bonne écoute. Pierre, le 2 mars 1930, la Chapelle-Neuve, à côté de Belle-Île-en-Terre, dans les Côtes d'Armor. À l'époque, c'était les Côtes du Nord. Mon père, il était né en 1897 et ma mère en 1899. Mon père s'appelait François et ma mère Anne-Marie. Il était agriculteur. Il avait une petite fermette. Et puis, comme il a eu en 1936, il y a eu la maladie sur les bêtes, la fièvre apteuse. Comme le lait n'était pas vendable, il n'y avait pas de beurre. Et comme ils avaient 5 ou 6 vaches, c'était leur principal revenu. Et ils ont été pendant un certain temps sans pouvoir vendre leur lait. Et mon père, il a été se faire embaucher pour une chaussée à Calac. Et ma mère, elle est restée toute seule à la vieille ferme, avec mon frère aîné, qui a 9 ans de plus que moi, donc il était déjà adulte. Il commençait déjà à pouvoir s'intéresser à la ferme. C'était une toute petite maison. On était les uns sur les autres. Et puis, vous savez, c'était pas la grande vie, hein. C'était la vie plutôt triste. Et enfin, on vivait modestement, mais enfin, on n'a pas été malheureux à ce moment-là, hein. Mais c'était pas la grande fortune. Je suis arrivé à l'école, je comprenais rien parce que j'étais breton. Je ne pas à l'école breton. Et à l'école, c'était interdit de parler le breton. Et Gégou, il était souvent puni. Parce que j'étais bavard déjà à l'époque. Les gens, ils s'amusaient à me faire parler. Je répondais en breton, bien sûr. Et Gégou voulait le symbole tous les soirs. Et d'un côté, j'étais content parce qu'on me faisait faire 10 lignes. J'avais reproché à ma mère, déjà tout petit, comment que ça se fait que tu m'as pas appris le français? Toi qui as ton certificat d'études, il avait son certificat d'études, ma mère. Elle avait dû l'avoir en 1911. Je lui ai reproché. Elle m'a dit, ici, on ne parle que le breton. Ton grand-père ne parle pas le français, ton père ne parle pas le français. Je pouvais pas me permettre de parler en français et de toute façon, t'aurais rien compris. Ben, je dis, oui, mais t'as reculé ça de 10 ans, puis maintenant, je suis un âne. Et c'était vrai, moi j'étais malheureux déjà à l'époque. Hein. Arrivé dans une classe, tu sais que on était à 5 ou 6, c'était dans mon cas. Hein. Il y a malade. Moi, je disais, te gaudir la prison. Alors je vous dis, oui, bien sûr, on pourrait parler en breton si vous voulez, voilà ce que je vous ai dit. C'est facile, hein. Enfin, c'est facile. C'est difficile à apprendre. Celui qui n'est pas né dans le milieu. Mais nous, c'est comme si vous demandez à un Anglais de venir en France et puis 10 ou 20 ans après, vous lui demandez de reparler l'anglais, il va vous reparler l'anglais. C'est une langue maternelle, oui, qu'on n'oublie jamais. Et la guerre est déclarée en 40. Et moi, j'allais avoir 10 ans. On était envahi par les Allemands. Donc, on était sous l'occupation allemande. Alors là, on n'avait plus le droit de parler ni le breton, ni le français, il fallait parler l'allemand.
On était sur le bord d'une route qui s'appelle Nationale Carré-Guingamp. Ils passaient devant notre porte. Et souvent, ils arrivaient dans la maison et ils fouillaient partout. Mais enfin, tout ce que je peux vous dire, il y en a un jour qui m'a enlevé l'assiette devant mon nez, il a mangé ce que je devais manger. Et il est parti. C'était, moi, vous voyez, je vais vous raconter autre chose. Bon, ben, j'étais jeune, hein, et ma mère m'avait dit d'aller couper de l'herbe avec la faux. Mais moi, j'avais pas tenu une faux comme il faut. Et la faux, elle a démarré de ma main, mais elle était dans ma cheville. Ça m'avait coupé la jambe, un peu, la cheville. Et un jour, ma mère m'avait fait un pansement comme ça. Il y avait un convoi allemand, il passait, la Croix-Rouge, elle est passée. Elle m'avait assis sur le bord de la route, il m'a fait parce qu'il s'était pas désinfecté, ni rien du tout. Et il m'a fait un beau pansement, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, j'étais content, je suis venu à la maison, j'ai dit à ma mère, t'as vu, maman? L'Allemand m'a fait un pansement. Il dit, pourquoi tu t'es laissé faire? Ah, ben, je dis, moi, j'étais content, moi. Au moins, je sais que maintenant, ma jambe va guérir. La Croix-Rouge, mais moi, j'ai appris ça après que j'étais dans l'armée. La Rouge n'a pas de parti. Il doit défendre aussi bien l'ennemi que ses propres troupes. Et vous savez que pendant la guerre, il n'y avait pas d'infirmières. En Bretagne, on n'avait pas d'infirmières. On avait un médecin ou deux. Il venait nous consulter quand on était vraiment malade, avec son vélo, un vieux vélo qu'il avait. C'est pareil, pour avoir un vélo, il fallait à la mairie demander un bon pour avoir des tickets pour avoir un vélo. Mais un docteur, il avait toujours la priorité. Mon père, il avait un fusil. Et à la guerre, vous savez que tout le monde était obligé de rendre son fusil à la mairie. Mon père l'avait pas fait. Et un jour, c'était en 43, c'était un Français, on appelait ça la milice. Et deux Allemands. Ils m'ont planqué le long du mur, ils me disent, moi, c'est que ton père a mis le fusil. Je dis, moi, je sais pas si mon père avait un fusil, j'en sais rien. Il s'était prêt, je ne savais pas. Il m'a déclenché une claque dans la figure à la milice, je suis bien pleuré. Et puis après, il y a un Allemand qui m'a secoué, il m'a dit des choses que j'ai rien compris. Et le Français, il m'a dit, tu vois, il est prêt à te tuer si tu me dis pas où c'est que le fusil de ton père. Je ne sais pas où c'est qu'il est le fusil. Et c'est vrai, je ne le savais pas. Il y a qu'à la Libération, quand la France elle a été libérée, j'ai vu mon père monter dans le grenier. Il a défait le mur. Sur 50 centimètres, il a enlevé les pierres et puis tout. Il avait bien enveloppé, bien graissé, il a sorti le fusil. Je lui ai engueulé. Je lui ai dit, t'aurais pu me faire tuer. Mais non, puisque tu savais pas, tu pouvais pas dire, puisque tu savais pas. J'ai dit non. Mais enfin, je lui en voulu un peu quand même, parce que je dis, pourquoi t'as gardé le fusil? Tu devais le rendre à la mairie, t'aurais dû faire comme tout le monde. Il m'a dit, moi, je suis pas comme tout le monde. Ben, j'avais un frère, il n'avait pas de carte d'alimentation, ni rien du tout. Il était obligé de se dépatouiller lui-même pour chercher son manger. Alors, il allait travailler dans les fermes, mais il ne pouvait pas rester très longtemps, parce qu'il était recherché, parce qu'il devait partir travailler en Allemagne. Il était né en 1921. Ben, il y a eu la mobilisation. Et quand la guerre est déclarée en 40, il aurait dû partir. Il était déserteur par le fait. Il n'est pas parti. Et c'est mon père qui lui a dit de ne pas partir. C'est ce que mon père, il a fait en 14. Il avait 17 ans, il a été mobilisé à 18 ans. Il a fait quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois de préparation militaire. Il a été au front. Il courait, il marchait sur les morts pour pouvoir s'échapper. Il dit quand il y avait des mitraillages, on prenait des morts pour nous entourer, de tenir des hauts sur nous, de façon qu'ils reçoivent une balle puisqu'ils étaient morts. Mais eux, ils étaient protégés. Même on avait un cousin qui était secrétaire de mairie. Il est venu à la maison faire la morale à ma mère. Il dit, pourquoi que je ne veux pas partir? Ma mère dit, je ne sais pas. Moi, parce que les femmes, à l'époque, ne s'occupaient pas de politique. Hein. Alors, elle dit, ma mère, elle dit, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de rien. Et quand il était pendant 3 semaines ou 1 mois dans une ferme, les voisins, ils savaient, tiens, il y a Jean. Il travaille dans tel et tel endroit. La gendarmerie le savait. Et il courait après lui. Mais lui, quand il était pendant 8 jours ou 15 jours dans une ferme, il foutait le camp ailleurs. Il dormait dans les bois. Oh, si on se voyait en cachette. Mais pas pour dire qu'on pouvait passer du temps drôlement ensemble. À la Libération, forcément, il est venu à la maison tout fier de dire maintenant, je suis libre maintenant. Ben, on l'a appris par les Américains qui ont débarqué. Il y avait des convois d'Américains qui passaient, qui vont nous jeter des cigarettes et des paquets de chewing-gum, que je ne savais pas ce que c'était. Et je voulais pas les manger. Ben, c'est là que mon père il m'a dit, c'est les chewing-gum, tu peux les mâcher, mais il faut pas les avaler. Tu continues à mâcher.
On avait mal aux mâchoires à force de mâcher ça. Et c'est ça qu'on était tellement heureux. On voyait les gens qui se regroupaient, vous savez, des fermiers qui avaient longtemps qui ne s'étaient pas rencontrés, parce que peur d'être mouchardés pour les Allemands. Et puis partir travailler en Allemagne, parce qu'il n'y a pas que mon frère, il se fut à un moment donné que le commandement, il y a eu des sauf qui peut. Il y avait des gens qui étaient en pleine ligne de front, ils ont tout quitté, ils sont venus à la maison, à travers champs, mais ils ont fait des centaines et des centaines de kilomètres à pied pour retrouver leurs parents, leur famille, leurs femmes, par exemple. C'était ça, la libération. On retrouvait les voisins. Mais à la libération, moi, j'avais 14 ans. Moi, je travaillais déjà même avant dans les fermes. Et j'ai continué à travailler dans les fermes. Et c'était une corvée pour moi d'aller à l'école, puisque on me donnait des devoirs à faire, je pouvais pas les faire, madame. Parce qu'en arrivant à la maison, des fois, il fallait qu'on garde les vaches. Comment voulez-vous apprendre une leçon avec un livre? Parce que vous savez qu'à la Bretagne, il y a toujours eu de la flotte, hein. Il pleuvait souvent. Et en plus de ça, comme on avait du mal à lire et puis tout ça, ça nous embêtait un petit peu. On savait parler, on savait lire, mais on savait même pas ce qu'on avait appris. Je pourrais vous réciter une récitation que j'avais appris à l'école, et mon père me la faisait réciter rien que pour le plaisir de m'entendre parler le français. L'âne a deux grandes oreilles et des cornets pareils. On entend trop souvent qu'ainsi sur le levant. Va donc, vieille bourrique, attends, voici ma trique. Penche la tête et penche les reins, et on rit quand je me plains. Et mon père rigolait. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, j'en sais rien. Voilà un exemple d'un enfant de cette époque-là. Ah, mon père, il voulait dire, si, mon fils, il parle bien le français, tu vois, il va te réciter sa récitation. Moi, j'étais heureux de réciter ça aussi parce que je ne savais pas ce que je disais. Mais c'était du français et je parlais le français. Voilà. Oui, on travaillait dans les fermes. Et puis, dans cette ferme-là, il y avait des enfants qui étaient beaucoup plus gros que moi. Ça fait que la patronne était gentille avec moi. Quand elle voyait que j'avais des habits qui étaient trop sales, elle me donnait des habits de ses enfants qui m'allaient et savait que j'étais content. Je venais à la maison avec un pantalon propre et puis une veste propre et une chemise propre. Je dis à ma mère, regarde. Il me dit, qui c'est qui te les a dit? C'est Philomène. Hein. Il s'appelle comme ça. Elle m'a dit, t'as bien travaillé, c'est pour ça que t'es récompensé. Je dis, merci. On binait les betteraves, par exemple, les rutabagas, les pommes de terre. Et puis après, quand est arrivée la saison d'arrachage de terre, à 12, 13 ans, on nous emmenait dans les champs avec un pic pour arracher les pommes de terre. Je voulais faire du bon boulot. Et j'étais félicité parce que derrière moi, il restait pas beaucoup de patates. De temps en temps, ça peut arriver. Mais j'étais content de moi parce que le patron me félicitait. Quand il y avait une fête dans le bourg, par exemple, la patronne nous donnait une petite pièce. Il y avait des 5 centimes, des 2 centimes, des 25 centimes. Et après, on passait à 1 franc. Je me rappelle très bien de cet argent-là. On n'avait pas beaucoup de temps pour se distraire. Parce que dans les champs, on allait le matin de bonne heure avec une binette. On entendait un coup de sifflet à midi. C'était le patron qui nous appelait, on allait manger. Et c'était fini de manger à 1h moins de quart. Retour au champ. Oh ben, on revenait à 4h boire un bol de café, on retournait jusqu'à le tomber de la nuit. Mais on avait du boulot du matin, de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. Le patron m'avait dit, tu sais, Pierre, tu vas partir au service militaire, tu vas aller voir tes parents, tu as reçu tes papiers pour partir. Et quand je suis arrivé à la maison, ma mère m'a dit, tiens Pierre, regarde sur la table, ta feuille de mobilisation, elle est là sur la table. Je l'ai lue et je devais me rendre le 25 avril 1950 à la base aérienne de Chartres, au bataillon de l'air. Alors moi, j'avais beaucoup pris de train, pas beaucoup voyagé, je me suis engagé là-dedans. Et quand je suis arrivé dans le train, j'ai commencé par questionner des jeunes qui avaient pas près mon âge. Alors, il y en a un qui est arrivé dans le couloir, il dit, est-ce qu'il y a des gars qui vont en Chartres, là? Moi, j'ai levé ma main. Viens par ici, toi. Alors, j'étais parti dans ce groupe-là. Et quand on est arrivé à la gare de Chartres, il y avait un camion, bataillon de l'air 122. Alors, je dis, moi, je vais là avec ma petite valise. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Pour vous dire, j'avais même pas une brosse à dents dedans parce que je savais pas ce que c'était. On se lavait pas les dents. Je peux vous jurer que je vous mens pas. Je suis arrivé, j'étais comme un âne, encore. 1 heure, 1h moins de quart. On revenait à 4h boire un bol de café, on retournait jusqu'à le tomber de la nuit. Mais on avait du boulot du matin, de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. Voilà. On travaillait dans les champs. On avait du boulot du matin, de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. Je suis arrivé, j'étais comme un âne, encore.
Et puis, ce qu'il y a, les jeunes, on parlait beaucoup entre nous. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, je lui ai raconté un peu ce que je fait. Je travaillais dans les fermes et puis tout. Et puis, il y avait des Parisiens avec nous. Il me dit, pourquoi tu restes faire du boulot comme ça? Quand tu veux être démobilisé, il faut venir à Paris, tu vas trouver du boulot et tu seras bien payé. Et tu mangeras dans un restaurant. Moi, j'avais mis mes pieds dans un restaurant avant, moi. Et puis, j'ai eu de la chance. Un jour, les classes étaient finies, j'étais dans les rangs, on avait le rapport. Soldat Gégou, sortez les rangs. Alors les mecs, ils disent, qu'est-ce que t'as fait? Je dis rien. Je dis, qu'est-ce que tu vas aller en prison? Moi, j'avais dit à la pitoche. Hein. Je vois avec un calotte. Moi, je savais ce que c'était, parce que j'étais quand même pas dans ce point-là. C'était un pic qui devait travailler en cuisine. Il dit, soldat Gégou, je me suis dit, regarde à vous, oui, chef. Il m'a dit, tu connais les grades? J'ai dit, non, chef. Il dit, je suis chef. Je me suis mis encore au garde à vous, je l'ai salué. Il dit, tu me suis. Je suis arrivé à la cuisine. Et puis il m'a dit, tu as travaillé dans la cuisine? Je dis, non, jamais. J'avais fait. À la maison, aider ma mère. Il me dit, tu vas aller à la plonge. J'étais à la plonge. C'était pas difficile à faire. J'avais des assiettes, il y avait 2 bacs. Pour les laver, après, c'était le bac à rincer. Et j'étais 15 jours à faire ça. Et je me débrouillais bien. Il m'a dit, soldat Gégou, vous allez en cuisine. Je me débrouillais bien. Je me rappellerai toujours, ce qui me plaisait le plus, c'est le jour qu'il y avait le beefsteak. Il y en avait un on appelait ça un piano. Vous avez entendu parler de ça? C'était un grand fourneau. Il y avait du charbon allumé tout autour, il faisait au moins 2 mètres de long. Et puis on mettait des beefsteaks dessus, puis moi j'avais une petite pelle, je les retournais. Et puis l'autre, il est au bout, il les enlevait, il mettait 6 sur une assiette avec 2-3 poignées de frites. Et il allait comme ça conduire ça dans les salles à manger, où c'est qu'il y avait les adjudants-chefs, les adjudants, et puis les sergents-chefs, les caporaux, et puis tout ça. Et puis après, quand j'ai fait ça pendant un mois ou 2, on m'a dit, tu vas les serveurs maintenant. J'ai fait les serveurs pendant 10 ou 15 jours, et puis après on m'a appelé, j'ai dit, vous allez au bar, vous serez barman. Moi je savais ce que c'était le bar, parce que de temps en temps j'allais boire un coup, mais pas servir. Et puis il y avait un collègue qui était là, il m'a dit, t'as déjà servi à boire? Je dis oui, dans les batteuses. Il me dit, c'est quoi ça? On allait servir du cidre aux hommes qui travaillaient. Il me dit, ça va rien, je vais t'apprendre. 2 centimes le ricard. Et comme ça, je me suis mis dans la tête tous les apéritifs. Bille, Dubonnet, Martini, Saint-Raphaël. Et j'ai appris tous les alcools qu'il pouvait y avoir, que je ne connaissais pas. Et que je vais vous dire une chose, j'ai goûté tout, sans être ivre. La marée brisard, j'avais jamais entendu parler de ça. Un jour, j'étais tout seul dans le bar, j'ai pris un petit verre, j'ai mis à moitié, c'était un centilitre, je l'ai bu. Oh, c'était fort, c'était de l'alcool. Et je dis, celui-là, je toucherai plus jamais. La Suze, Bertini, tout ça, alors je vais vous dire, ça se ressemble tous plus ou moins. C'est sucré, puis ça n'a pas fait tous les mêmes goûts. C'était le bar des sous-officiers. Et avec des pourboires, des fois, je venais à Paris, comme le mec me parlait toujours de Paris. Et le train, il y avait 88 kilomètres pour venir. Et pour aller de Paris à Châtes, ça me coûtait 88 francs. Et j'essayais de me démerder pour revenir. J'étais un tricheur. C'était un ancien qui m'avait montré comment il fallait faire à la gare Montparnasse pour rentrer dans le train sans payer. Mais moi, j'avais peur. On passait par derrière les guichets et tout le bordel, où c'est qu'il y avait le public et puis tout. On rentrait sur les quais, personne ne nous avait vus. Mais quand on voyait un contrôleur dans un wagon, on foutait le camp dans l'autre. Alors, quand j'allais à Paris après, j'avais de quoi prendre le billet pour y aller et puis le billet pour revenir. Et comme ça, j'étais là avec conscience tranquille, j'avais pas triché. On allait manger dans un petit boui-boui, ce qu'ils appellent, parce que quand on voyait, vous savez, à Paris à l'époque, il y avait des comptoirs sous les portes cochères, des trucs comme ça, qui vendaient des sandwichs. Alors nous, on allait, on prenait un sandwich et un verre d'eau. À l'époque, il y avait aussi des rince-bouches sur les grands boulevards. On appuyait sur un bouton, l'eau sortait. Mais en plus de ça, quand on était à l'armée, on avait du vin. Et dans ce fameux bain, ils mettaient du bromure. Ben, c'est de la poudre pour nous empêcher d'être excités. J'avais une copine ici. Et puis, vous savez, à force de se serrer, elle devait sentir quelque chose. Et puis un jour, je viens en permission. Elle m'a dit, c'est marrant, Pierre, je ne sens plus rien.
Si vous voulez savoir comment se passe la fin du service militaire de Pierre, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment le podcast. À très vite!